vous êtes Thierry Gourvenec, vous êtes pédopsychiatre, vous avez fait une thèse en psychiatrie sur les bouffées délirantes. Sur les bouffées délirantes, et vous m'avez alerté par Skype en m'indiquant qu'il fallait que tout au début, que je me renseigne sur Didier Raoult, sur Jean-Dominique Michel, qui est cet épidémiologue suisse. Anthropologue. En même temps, vous aviez une position assez ferme depuis 2 mois. Vous me dites, avec le Covid, on est dans un délire collectif. C'est un truc de dingue. Et moi, je vous ai pris pour un dingue, quoi, parce que... Comment vous avez osé? Non, mais je me suis dit, ce monsieur ne prend pas en compte la réalité, les morts dans les hôpitaux. Il y a une sorte de principe de réalité qui, me semblait-il, vous échappait. Et puis, en fait, au fur et à mesure où on avance dans le temps et dans l'expérience de cette épidémie, je me dis, bon, d'abord, vous n'êtes pas le seul à penser ça. Il y a même Bernard-Henri Lévy qui vient d'écrire un petit livre, pas très intéressant d'ailleurs, je l'ai eu entre les mains. C'était bon. Ceci dit, il tient des propos publics sur le fait qu'effectivement, on est dans une sorte de délire collectif. Et puis, il y a des tas de gens qui commencent à dire, mais où ce gouvernement nous emmène-t-il? Alors, c'est très intéressant d'essayer d'expliquer. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une matière absolument scientifique, mais vous êtes quelque part un scientifique, même si vous êtes aussi un thérapeute. Donc, vous avez étudié, votre thèse, c'était sur la rumeur d'Orléans, c'est-à-dire comment... C'était sur quoi? Sur les bouffées délirantes. Sur les bouffées délirantes, mais vous avez pas abordé la question de la rumeur? Si. Vous enregistrez là en ce moment, là, Denis? Oui. D'accord. Comment vous avez vécu, vous, ces mois de confinement et pourquoi vous êtes aussi affirmatif sur le fait qu'on soit tous dans un délire collectif? Non, je ne suis pas affirmatif. J'émets l'hypothèse qu'on y soit. Je n'ai pas la prétention d'affirmer ça. Il y a des signes qui me font penser qu'on peut effectivement être dans un délire collectif, dans la mesure où ce sont des choses qui existent. Enfin, c'est très peu étudié, mais ça existe. L'histoire montre que l'humanité a vécu des délires collectifs depuis sans doute que l'homme au moins parle, probablement. Et par exemple, quel équivalent il pourrait y avoir antérieurement au Covid? Alors, il y en a plusieurs. On peut remonter déjà au Moyen-Âge avec ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, c'est-à-dire la terreur que la population avait des sorcières. C'était concomitant avec l'installation de l'Inquisition, c'était entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Et cette peur a généré quand même des comportements assez violents, puisqu'ils en sont arrivés sur cette période à tuer 60 000 personnes, femmes probablement, que des femmes, oui, qui sont des sorcières, qui étaient donc accusées et condamnées pour actes de sorcellerie. Et cette peur, cette terreur des sorcières a été interprétée comme une psychose collective par certains auteurs. J'ai un exemple. Un autre qui illustre bien ce dont on va parler, c'est ce qu'on appelle la danse de Saint-Guy, ou la manie dansante, ou la danse maniaque, qui sont des manifestations d'un strict point de vue psychiatrique. Elles ne sont pas délirantes puisqu'elles sont maniaques. Enfin, c'est une discussion épistémologique importante, mais enfin bon, ça concerne plus les psychiatres et les psychologues. Il n'en reste pas moins que les gens étaient dans un comportement extrêmement perturbé. C'est Jean Telet qui a écrit un livre en 2018 qui s'appelle « Entrer dans la danse », qui décrit très bien une de ces manifestations qui a eu lieu à Strasbourg en 1518. Il le raconte par le détail, ça a été très bien étudié. Oui, je sais, je connais le livre, c'est vraiment intéressant. Mais si vous voulez, donc je vois très bien une sorte de délire collectif, une frénésie qui s'empare de la foule, des croyances plus que des réalités, etc. Mais là, dans le Covid, on est dans une réalité de la maladie. Il y a quand même des morts dans les hôpitaux. L'épidémie est réellement née en Chine. On peut discuter le confinement, mais le confinement a été une réponse que l'État a apportée parce qu'il y avait pénurie de masques, pénurie de tests, etc. Mais ça a quand même ralenti l'épidémie. Au Brésil, on a dépassé les 40 000 morts. Aux États-Unis, les 100 000 morts. Ce sont des morts réelles. Ce n'est pas le fruit d'un délire. C'est là où j'ai du mal à vous suivre.
Oui. Évidemment, c'est évident, on ne peut pas nier l'existence des morts. Il faudrait revenir un petit peu en arrière, parce que là, je commençais à vous citer un certain nombre de délires collectifs qui se sont présentés dans l'histoire. C'est important de décrire ce que c'est qu'un délire, parce qu'on on peut pas partir comme ça, but en blanc, sur l'affaire d'aujourd'hui, sans revenir en arrière, et puis sans faire un peu de pédagogie sur la signification du délire et du délire collectif. C'est indispensable. On ne peut pas comprendre, c'est impossible. Donc il faudrait que je vous explique un petit Allez-y, peu. allez-y, on a le temps, hein. Mais oui, bon. Et donc, puisque j'avais commencé à vous parler de la danse de Saint-Guy ou la danse maniaque, donc pourquoi elle a un caractère intéressant, cette affaire, c'est que c'est quelque chose qui contamine. C'est parti de l'histoire d'une femme qui n'avait plus de lait pour son enfant. On était dans une période de famine depuis 3 ans. C'était la 3e année de famine. Et cette femme n'a plus de lait. Et pour ne pas voir mourir son enfant de faim, elle le jette dans la rivière. Et elle est bien sûr, après avoir fait ce geste, elle tombe en état de choc. Et elle se met dans une frénésie dansante. Enfin, on a appelé ça de la danse, mais c'est une frénésie, c'est une agitation psychomotrice probablement. Et une manie, quoi, ce qu'on appelle une manie en psychiatrie. Et ce qui différencie son comportement avec ce qu'on appelle un délire collectif ou une manie collective en l'occurrence, c'est que ça se contamine. D'autres personnes sont contaminées par ce phénomène. Elle n'est pas toute seule. Rapidement, ils vont être 40, puis ils ont même été jusqu'à 150 personnes en train de danser pendant des heures, des jours, jusqu'à épuisement, voire jusqu'à la mort. Et des gens qui ont survécu à cette situation racontent après coup qu'ils étaient dans l'espoir que quelqu'un puisse les sortir de cette agitation démente, pour dire que ce n'était pas du tout un acte volontaire, ils étaient pris par une dynamique collective. Ils ne maîtrisaient pas. Donc il s'agit bien de quelque chose qui n'est pas strictement individuel. Il y a d'autres exemples. Sur les rumeurs également, il y a des rumeurs délirantes. Il y a des rumeurs qui sont des rumeurs intentionnelles, qui visent à nuire à des gens, mais il y a aussi des rumeurs délirantes. Ce n'est pas très connu, mais il s'avère que, effectivement, moi, j'ai été amené à étudier la rumeur d'Orléans, qui est assez bien connue parce que Edgar Morin en a fait un livre qui s'appelle La rumeur d'Orléans, et à laquelle j'ai consacré un chapitre de ma thèse. Là, c'est vraiment une illustration de ce que peut être un délire collectif, parce que la dimension imaginative est très forte et il y a La aucune rumeur impunité. d'Orléans, pour faire court, c'est des femmes vont dans des magasins de fringues ou je sais plus quoi et disparaissent. Et donc derrière, il y a tout, on dit elles partent en Afrique, il y a un réseau de bandits derrière qui violent des femmes, etc. Enfin, je cite de mémoire, j'essaie de résumer. C'est un peu ça, non? Ou C'est pas? effectivement, la thématique, c'est la traite des blanches, Mm. effectivement. Selon cette rumeur, des jeunes femmes, des jeunes filles sont enlevées, effectivement, dans des salons d'essayage de certains magasins de confection féminine et de chaussures, par piqûre. Elles sont endormies. Il y a, dans chaque salon d'essayage, il y a une trappe par laquelle on les descend dans les caves qui sont supposées exister sous les magasins et sont transportées par le labyrinthe de souterrains qu'il y aurait dans le sous-sol orléanais. Il y en a effectivement il y a des souterrains effectivement, mais qui ne communiquent pas entre eux. Mais bon. Et ils sont envoyés donc vers la Loire sur des bateaux, vers une destination exotique, et on dit même dans des sous-marins. Bon, il est évident que pour des gens qui habitaient à l'époque à Orléans, que ce scénario, par plein d'aspects, était complètement absurde, ne serait-ce que parce qu'à l'époque, en 69, puisque c'est arrivé au mois de mai 69, mai et juin 69, il n'y avait pas de bateau sur la Loire. C'est un fleuve sur lequel il n'y a pas de bateau. Il n'y en a que depuis quelque temps, depuis qu'il y a les fameuses fêtes de Loire et que des gens ont construit des bateaux à fond plat. Mais autrefois, il n'y en avait pas du tout, mais pas une barque, rien. Il n'y avait pas le moindre bateau. Donc, évidemment, pour des gens qui n'étaient pas pris dans le délire, ça leur paraissait être un canular. Mais il y avait toute une partie de la population d'Orléans, et pas seulement d'Orléans, de la France entière, qui était convaincue que dans chaque ville, il y avait des magasins dans lesquels on enlevait des jeunes filles ou des jeunes femmes. Et donc, les gens y croyaient beaucoup. Et ce qui fait
l'enseignement qu'on peut tirer de cet exemple de la rumeur d'Orléans par rapport à aujourd'hui, c'est que, par exemple, il y avait des responsables d'institutions scolaires qui disaient à leurs collégiennes et à leurs lycéennes de ne surtout pas fréquenter ces magasins parce qu'ils mettaient leur avenir en danger. Et bien sûr, ça s'est su, c'est remonté jusqu'aux autorités policières, enfin politiques aussi, j'imagine, et en tout cas policières, et des responsables sont allés voir ces responsables d'établissements scolaires pour leur dire, mais écoutez, arrêtez de propager cette rumeur, ça n'a aucun sens, il n'y a eu aucune déclaration, aucune plainte pour enlèvement, et là, la rumeur est en train de dire qu'il y en a 26 jeunes filles qui ont été enlevées. C'est insensé, ça n'a aucun sens, c'est basé sur rien, c'est du sable, et le scénario est absurde. Arrêtez de propager cette rumeur. Mais ça n'a eu aucun effet, strictement aucun effet. Au contraire, la rumeur s'est amplifiée parce qu'il y avait des gens qui pensaient que la police était de mèche avec les trafiquants. À l'échelle d'une petite ville, on pourrait imaginer dans un mauvais scénario une situation comme celle-là, mais à l'échelle d'un pays, c'est impossible. Donc, c'est évident que c'était insensé. Et plus les autorités essayaient de convaincre que ça n'avait rien de réel, et malgré cela, la rumeur s'amplifiait. Et elle s'est amplifiée essentiellement jusqu'au 30 mai 69, parce que c'est justement un contexte particulier. Il s'avère que cette rumeur a démarré autour du 27 avril. Le 27 avril, précisément, c'est le jour du référendum qu'avait organisé De Gaulle pour réformer le Sénat et pour enclencher une réforme sur la régionalisation. Et puis il espérait par ce biais relégitimer son pouvoir, qui était défaillant depuis un an, puisque l'année précédente, il y avait eu les fameux événements de mai 68. Et donc, il espérait donc un résultat positif, et malheureusement, les Français ont décidé que ça serait non. Et devant ce constat, il a démissionné le 28, et la rumeur a démarré dans ces eaux-là. Et il y a eu donc les élections présidentielles qui ont eu lieu donc un mois plus tard, le 31 mai et le 1er juin 69, le premier tour. Et c'est à ce moment-là que le comportement des gens qui étaient pris dans le délire s'est manifesté de manière extrêmement agressive. Enfin, extrêmement, justement pas extrêmement. Ils étaient présents devant les magasins, ils se rassemblaient, ils étaient menaçants, mais à aucun moment, par exemple, ils n'ont jeté de pierres ou des choses comme ça, alors qu'il s'agissait quand même d'enlèvement de jeunes filles et de jeunes femmes. C'était quand même pas anodin si le scénario était valide. Hein. Et donc, le premier tour a eu lieu. Entre les deux tours, il y a eu intervention des médias, ce qui ne se faisait pas auparavant, parce qu'ils craignaient de mettre de l'huile sur le feu. Et là, ils ont vraiment combattu la rumeur. Et en réalité, ce qui a fait chuter le délire, c'est le deuxième tour, une fois que les élections avaient eu lieu et que, en l'occurrence, le Pompidou avait été élu. Mais il faut comprendre que dans cette rumeur, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toute une part de la population qui était dans une angoisse majeure, très oedipienne, qui était liée au fait qu'il y avait eu un acte qui avait abouti finalement à la mort politique de De Gaulle. De Gaulle qui était vécu quand même à l'époque comme un personnage, et qui est toujours vécu comme un personnage important de l'histoire française. Et donc c'était une sorte de mort du père, quoi. Ouais. Mais j'attends de voir comment vous allez retomber sur vos jambes là avec la situation d'aujourd'hui, parce que là là c'est pas, il y a pas des rumeurs, il y a des faits réels. Quand vous dites qu'on est dans un délire collectif, qu'est-ce qui est délirant? Vous êtes pressé, hein, Denis. Non, mais enfin, je suis pas pressé. Si vous voulez J'entends ce que vous dites, mais pour l'instant, je vois pas comment. Enfin, je vous laisse enchaîner, mais je me mets aussi à la place des gens qui nous écoutent. oui. Et qui vont se dire, mais qu'est-ce qui est... Enfin, c'est très passionnant, hein, le déclenchement de la rumeur. En plus, j'avais envie de vous demander, mais les politiques ont-ils joué un rôle dans l'accélération de la rumeur d'Orléans, ou c'est simplement la population?
justement, enfin, c'est le contexte politique qui a été, de mon point de vue, responsable de la situation. Mais c'est pas les politiques, c'est pas les personnes. Il n'y avait aucune volonté. C'est vraiment, c'est pour ça qu'elle est très intéressante, la rumeur d'Orléans, parce que elle est un vrai délire collectif au sens où une bouffée délirante individuelle, ça survient, on dit, comme un, un, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et il n'y a pas de cause apparente. Et dans la rumeur d'Orléans, il n'y avait aucune cause apparente. Même pour les sociologues, donc Edgar M. Morin et son équipe qui avaient enquêté à chaud dès le mois de juillet 69 sur cette affaire, ils n'avaient pas saisi évidemment toute la dimension politique qui, de mon point de vue, explique cette rumeur. Parce qu'ils étaient pris dans cette affaire eux-mêmes. C'était des contemporains, donc le recul était très difficile. Moi, j'avais eu cet avantage, puisque j'ai fait ma thèse en 89, c'est que j'avais 20 ans de recul pour pouvoir affirmer ce que j'affirmais. C'est vraiment la peur, c'est l'angoisse, c'est une vraie angoisse qui est à l'origine de ce délire. Parce que c'est pour ça que c'est important de faire un peu de pédagogie sur le délire collectif. D'abord, c'est une notion qui est peu étudiée. On parle, enfin, dans la littérature ou comme ça, dans le langage courant, on peut parler de psychose collective ou d'hystérie collective, sans que ça déclenche d'hostilité particulière, parce que bon, c'est rentré un petit peu dans le langage courant. On a l'impression que ça n'a pas de vraie portée. Alors que lorsqu'on parle d'un délire collectif, et si c'est affirmé par quelqu'un qui est aussi convaincu que je le suis, ou un professionnel, ça n'a pas la même dimension, hein, évidemment. Hein. Si on commence à parler de délire collectif, les gens vont me dire, mais enfin, je ne suis pas fou. Et c'est vrai, c'est une des caractéristiques du délire collectif, de constater que les gens individuellement ne le sont pas. Ils n'ont pas de troubles psychiques particuliers. C'est la communication collective qui est délirante. Comme dans l'affaire de la rumeur d'Orléans, lorsque vous parliez à des gens au moment de la rumeur, ils étaient tout à fait sains d'esprit, il n'y avait aucun souci. Rien dans leur comportement, dans leurs paroles, ne pouvait déceler qu'il y avait un délire qui était installé depuis quelques jours ou quelques semaines. Rien, absolument pas. C'est le regard extérieur qui permet de savoir qu'il y a un phénomène de groupe qui s'est installé, qui agit, et donc qui permet de dire qu'il s'agit d'un délire. Là, pour ce qui est de l'affaire qui nous intéresse, c'est beaucoup plus délicat, parce qu'on n'est pas dans une forme délirante aussi typique ou caractéristique que celle de la bouffée délirante d'Orléans, de la rumeur délirante d'Orléans. Et d'ailleurs, ce serait important de revenir un petit peu en arrière pour évoquer la manière dont les instances sanitaires mondiales, l'OMS, européennes, voire nationales, gèrent les épidémies depuis un certain nombre d'années. C'est très important. Parce que si on revient en arrière, on s'aperçoit qu'il y a des réactions de panique face aux épidémies depuis combien d'années? Moi, je suis remonté jusqu'en 1999. Auparavant, je n'ai pas fait une étude précise non plus. Hein. C'est pas mon travail. Hein. Je suis thérapeute. Je suis ni sociologue clinicien, ni psychosociologue. Mais bon, je me suis un peu penché sur la question. Et il s'avère qu'avant 1999, je n'ai pas connaissance d'épidémies qui déclenchent ce genre de panique. Même les deux épidémies particulièrement mortelles, celle de 58 et celle de l'hiver 68-69, qui a fait quand même entre 35 000 et 40 000 morts. C'est la grippe de Hong Kong, là, c'est ça? La grippe de Hong Kong, avec une symptomatologie assez inquiétante. Les gens mouraient en se noyant dans leur sang, c'est-à-dire que les alvéoles étaient détruites, les capillaires alvéolaires étaient détruits et le sang envahissait les poumons. Donc ils se noyaient dans leur sang. Mais là, ce n'est pas un délire collectif, ça c'était une réalité. C'est une réalité. Mais comme actuellement, c'est une réalité. Il y a des morts. C'est pour ça, ouais. Les tableaux étaient assez terrifiants pour les soignants. C'était quand même assez impressionnant, bien évidemment.
Mais ça n'a fait l'objet d'aucune inquiétude majeure particulière. Ça n'a généré aucune gestion politique particulière. Tous les ans, il y a des épidémies de grippe, il y a des épidémies de rhume, et celle de 68-69, malgré sa gravité, n'a généré aucun comportement particulier et aucune démarche politique sanitaire particulière. Moi-même, j'ai commencé mes études en 72, je n'avais jamais entendu parler de cette épidémie, par exemple, pendant toutes mes années d'études. Et pourtant, elle était grave. Et donc, sur ce que j'ai pu observer des épidémies entre 68 et 99, je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait eu d'autres, mais il est possible qu'il y en ait eu d'autres. Hein. Mais en tout cas, une de celles qui m'a marqué le plus, c'est celle de 99, la fameuse épidémie de grippe aviaire, où le virus H5N1 était en cause, et aussi, je crois, un virus H7N1, mais enfin surtout le H5N1. Et c'est une grippe qui a provoqué une panique mondiale. De quoi s'agissait-il? Il y avait eu donc un élevage d'autruches, si je ne m'abuse, en Italie, qui avait été atteint par ce virus. Les autruches étaient mortes. Il y avait eu des élevages de poules, et tout d'un coup, s'est déclaré une inquiétude que ce virus puisse contaminer les hommes. Alors, sur quels critères? Je ne sais pas, je n'ai pas le détail de cette affaire. Et toujours est-il que la peur a envahi le monde entier, et puis il s'est avéré qu'il n'y a eu aucun mort. Enfin, on a évoqué le cas d'un enfant qui serait mort de. Enfin, si même il y en avait eu un seul, ça ne fait pas une épidémie d'abord, et puis c'est peu probable que ce soit le virus, parce que s'il y en avait eu un, il y aurait eu d'autres personnes contaminées. Bon, enfin, moi je ne connais pas les détails de cette affaire. Toujours est-il que cette affaire a quand même fait l'objet, de la part de psychologues et de psychiatres, de questionnements. J'ai pu lire dans certaines revues de psychologie notamment, que des journalistes étaient questionnés de savoir si on pouvait interpréter ce qui venait de se passer comme une psychose collective. Donc la question se posait. Bon, donc puisqu'il n'y avait pas eu de mort. Ensuite, il y a eu d'autres épidémies qui sont survenues et qui ont marqué les esprits et la mémoire, non seulement des gens qui s'intéressent un peu aux épidémies, mais surtout des spécialistes, des épidémiologues et des infectiologues. Les épidémies de SRAS de 2003, l'épidémie de H1N1 en 2009, l'épidémie de MERS en 2012 ont marqué les esprits. Or, si vous penchez un petit peu sur ces épidémies, vous constatez quoi? Que l'épidémie de SRAS de 2003 et l'épidémie de MERS de 2012 sont des épidémies à coronavirus. Combien y a-t-il eu de morts à l'occasion de ces épidémies? En 2003, il y en a eu 774 sur l'ensemble de la planète. En 2012, avec le MERS qui s'est localisé au Moyen-Orient, il y en a eu 341. C'est rien, quoi. Enfin, c'est rien. C'est des morts. Ils sont peut-être morts aussi avec des symptômes qui étaient inquiétants, comme les symptômes qu'on avait pu observer. Là, on est à 400 000, là, enfin, et ça monte. Hein. On y vient. Mais bon. Et puis, il y a l'épidémie de H1N1 en 2009, pareil, grande inquiétude. Et puis finalement, une épidémie qui s'avère être une épidémie plutôt même moins mortelle que les épidémies saisonnières de grippe habituelles. Et pourtant, on voit les politiques s'affoler. Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé, qui envisage, et qui l'a fait d'ailleurs, d'acheter 90 millions de doses de vaccins, qui n'ont finalement pas été utilisées, parce que la plupart des médecins généralistes ne se sont pas prêtés au jeu. On avait comment dirais-je, réservé des gymnases pour pouvoir faire des oui, je me souviens. Et là, elle a redoré beaucoup son blason sur ce comportement-là. Aujourd'hui, elle a eu des satisfecits de beaucoup de journalistes qui lui ont dit « mais vous aviez raison à l'époque », parce qu'elle avait été très critiquée, vous avez vu. J'ai pas vu ces félicitations, mais l'histoire des masques, parce qu'elle avait commandé beaucoup de masques, elle avait commandé beaucoup de vaccins, et alors on a opposé
l'attitude finalement désinvolte, et là je suis gentil, du pouvoir, et les critiques qu'elle avait subies à l'époque en disant mais que Bachelot avait finalement fait du bon boulot, grâce à elle, si elle était aux manettes aujourd'hui, on aurait sauvé des vies, etc. Enfin, il y a eu toute une polémique à un moment dans la presse là-dessus, quoi. De toute façon, c'est très compliqué. On ne peut pas jeter la pierre aux politiques devant une situation où on annonce qu'il va y avoir une épidémie. Il ne faut pas oublier que quand on utilise le terme d'épidémie, pour des politiques, mais pour tout un chacun, ça ramène à des peurs archaïques, mais dramatiques. Enfin, c'est totalement inconscient, mais pour les gens qui ont un bagage scientifique, les épidémiologues, les infectiologues, surtout, ça ramène forcément à la peste noire qui a décimé la moitié de la population européenne au Moyen-Âge. On est pris par cette peur qui se transmet par la culture, par les connaissances scientifiques, et c'est évident que quand on parle d'épidémie, tout le monde a peur. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'une autre épidémie que j'ai un petit peu étudiée aussi, c'est celle qui est apparue au mois de mai 2011, une épidémie d'Escherichia coli entéro-hémorragique qui est apparue en Allemagne. Alors, elle est typiquement délirante, par contre. Alors, Ah oui. Ah oui, mais vraiment, et aussi imaginative que la rumeur d'Orléans. Je peux vous la raconter un petit peu, et vous allez voir à quel point c'est très impressionnant. Il faut savoir donc que ça a débuté autour de fin mai, le 22 mai. Je sais que les autorités sanitaires allemandes ont interpellé les autorités, le commissariat à la santé européen, parce qu'ils avaient constaté un certain nombre de morts par rectocolite hémorragique. Les rectocolites hémorragiques, c'est des diarrhées sanglantes. Le syndrome hémolytique et urémique, je suis moins précis, c'est un problème rénal. Et donc, comment dirais-je, les Allemands ont vu apparaître brutalement une vingtaine de cas de morts, comme ça, puis c'est monté à 48. Et quand c'est arrivé à 48, ils ont alerté donc le commissariat à la santé européen, et ils ont commencé à faire des recherches. Il y a eu une grande peur qui s'est installée. Ils ont affirmé très vite qu'en réalité, parce qu'en général, quand vous avez affaire à une intoxication alimentaire, quand elle est collective, c'est relativement simple à diagnostiquer. C'est beaucoup plus simple que quand c'est individuel, d'ailleurs, parce que forcément, vous avez une population qui a ingéré des aliments ou des produits, pas forcément alimentaires, qui vont donner les mêmes symptômes, et on va très rapidement savoir d'où ça vient. En l'occurrence, à ce moment-là, ils avaient suspecté et accusé très vite le concombre bio espagnol d'être l'agent contaminant. Et ils avaient d'ailleurs isolé l'Escherichia coli entéro-hémorragique responsable de cette épidémie, qui était la variété O104. Et donc, ils avaient les preuves de laboratoire, il n'y avait aucun doute là-dessus. Sauf que les choses ne se sont pas passées aussi simplement que ça, parce que le ministre espagnol de l'Agriculture n'a pas du tout, il semblerait, en tout cas, moi je n'ai pas les détails de l'affaire, mais apparemment, ils n'ont pas eu des éléments qui leur auraient permis d'être aussi affirmatifs. En tout cas, le ministre s'est fâché, et le commissariat à la santé européen a changé de cible. Pourquoi changer de cible s'ils ont fait des études bactériologiques et qu'ils ont isolé un agent infectieux? C'est curieux. C'est-à-dire, il a dit que c'était plus les concombres, mais que c'était autre chose. Alors, c'est devenu des graines à germer d'une ferme allemande, bio, toujours. Pourquoi bio tout le temps? D'ailleurs, c'est assez étonnant. Il faut savoir aussi que seules des femmes ont été contaminées dans cette affaire, selon la rumeur qui était en train de circuler. Bon. Donc, c'était des graines à germer. Et puis, finalement, au bout de quelques jours, c'était plus des graines à germer, c'était le compost d'une ferme bio, toujours, allemande, qui a été responsable. Ils ont fermé, ils ont mis cette ferme en quarantaine. Et puis, quelques jours après, c'était plus non plus cette ferme, c'était de nouveau des graines germées, cette fois-ci. Et ça n'a pas duré très longtemps. C'est devenu le fenugrec
d'origine égyptienne. Et qui contaminait les Qui 48 personnes. qui aurait contaminé les 48 personnes. Enfin Mm. bon, il faudrait reprendre l'affaire dans les détails, mais enfin, ne serait-ce que la progression de la gestion de cette affaire montre qu'il y a une totale incertitude, qu'on accuse des concombres qui finalement sont disculpés. Mais ça s'est limité à 48 victimes, il n'y en a pas eu plus. À peine, il y en a Ouais. eu, Mais, il y en a donc, une autre en France, mais c'était ouais. pas la même Mais variété. donc là, toutes ces victimes avaient les mêmes symptômes, mais on sait pas aujourd'hui de quoi réellement ce qui les a contaminés. Ou est-ce qu'on sait aujourd'hui? Apparemment, enfin, on peut toujours dire que c'est l'Escherichia coli, sauf que ceux qu'ils avaient isolés en laboratoire, enfin, c'est très étrange. Enfin, je ne peux pas vous dire Mais exactement qu'est-ce ce qu'il y qui a de est, délirant dans cette histoire-là? mais que les affirmations qui étaient faites dès le départ, qu'il Ah s'agissait oui, d'un concombre et ça a créé une bio panique. Ouais. espagnol, Mais finalement, ça, alors qu'ils étaient très affirmatifs, ça n'a pas été retenu. mais Pourquoi il y a eu ça, un changement de... excusez-moi Thierry, mais ça, on peut dire que c'est peut-être une erreur de journalistes ou de scientifiques qui se trompent au début, enfin disons de scientifiques, les journalistes la reprennent, et puis comment dire, il y a une explication rationnelle à ça, parce que on peut déterminer l'origine de l'erreur, tandis qu'aujourd'hui, Apparemment. non mais apparemment, donc là dans la description que vous faites, je vois vaguement le rapport avec le Covid, mais très très vaguement encore. Mais je veux pas être trop pressé, hein, mais je, je voudrais, voilà, parce que là, Bon, je le, trouve le- que le c'est ra- presque un contre-exemple, puisque là, alors après, on peut dire l'histoire des chauves-souris ou du pangolin, tout ça, c'est peut-être ça, c'est ce que vous voulez dire, que ça, c'est les rumeurs. Non, vous voulez pas en arriver là. Alors, c'est quoi votre thèse? je vais développer. Mais bon, enfin, en tout cas, il faudrait rentrer dans les détails pour démontrer le caractère délirant de cette épidémie d'Escherichia coli entérohémorragique. Il faut savoir que ça rentrait dans un cadre très particulier. C'est peut-être ça aussi qui a orienté mon opinion. Mais il faut savoir qu'au mois de juin 2011, on était 2 mois après la survenue de l'accident de Fukushima. Ah oui. Et il s'avère que, d'ailleurs, j'ai écouté hier soir une vidéo d'octobre 2012 où il était question, justement, les commissaires avaient modifié les contrôles aux frontières des produits qui venaient du Japon, donc 1 an après l'accident de Fukushima. Et le commissaire, dans son argumentaire, faisait référence justement à juin D'accord. 2011, et donc ça m'avait un peu... bon. Et il s'avère que les intoxications par radionucléides produisent des rectocolites hémorragiques qu'on dit radiques. Radique vient de radon, c'est le premier radionucléide étudié par les épicuries, et ça donne une rectocolite hémorragique. Et donc, ils ont probablement eu très peur qu'il s'agisse d'une contamination par le thé vert qui provenait du Japon, je suppose. En tout cas, ça s'est arrêté brutalement aussi. Tout d'un coup, il n'y a plus rien eu. Ça a disparu. Il n'y avait plus aucun commentaire, ni dans la presse. Mais bon, voilà. C'est arrivé brutalement à l'annonce donc de ces 48 morts. Ça a disparu aussi rapidement. Bon, enfin voilà. C'est un phénomène pour le moins étrange. Et en l'occurrence, ça ne touche pas une large population. Ça ne touche que des membres d'une administration européenne et des administrations de certains ministères de pays européens. Donc, c'est limité. N'empêche que tout le monde était dans une grande panique à ce moment-là. Enfin, moi, je l'ai bien étudié à l'époque. Je peux vous dire que c'était vraiment spectaculaire. Et donc, pour en revenir donc à notre affaire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Il s'est passé une chose étonnante. C'est que on découvre par les médias, essentiellement par la télé d'abord, la radio, qu'il se passe quelque chose de très inquiétant en Chine. Apparemment, il y a un virus qui est en train de se propager et les autorités chinoises décident de prendre des mesures extrêmement vigoureuses. Ils décident la construction de 2 hôpitaux, un de 1000 lits, l'autre de 1600 lits, le premier en 10 jours, immédiatement, qui vont appeler en plus l'hôpital de la montagne du Dieu du Feu,
une appellation un peu préoccupante. Et moi, je me rappelle que quand j'avais eu affaire à ces informations, je me suis bien sûr beaucoup inquiété. Je me suis dit, oula, ça. D'autant qu'on est en train de parler d'un laboratoire P4 qui avait été construit par les Français, dont un des secteurs était géré par l'OMS, qui avait une surveillance par les Américains, les Anglais, les Français. Et puis, il y avait eu aussi cette histoire du jeune médecin chinois à Yuan qui avait donc informé des collègues du premier cas mis en évidence par sa chef de service. Il y aurait eu une fuite et les autorités politiques locales et probablement les autorités sanitaires ont convoqué ce médecin et lui ont demandé de faire amende honorable, qu'il n'avait absolument pas à divulguer ce genre d'informations. Et apparemment, les choses auraient pu s'en tenir là, sauf que il y a eu une décision politique qui a été prise, qui est allée à l'inverse des autorités locales et qui, d'emblée, a décidé un confinement de la population et la création de ces hôpitaux. Ça a été... Enfin, Denis, souvenez-vous, l'effet que ça nous a produit. Enfin, je veux dire, on s'est dit, il se passe quelque chose de très grave pour qu'ils prennent de telles dispositions. C'est évident que c'est très grave. Sauf que, voilà, quand on a commencé à en parler en France, et que le premier mort est apparu en France, c'était, je crois, le 23 ou le 26 janvier, il y a eu un traitement de cette affaire par les médias, et en particulier par les télévisions d'information en continu, qui, sur leur plateau, invitent toutes sortes de commentateurs, spécialisés ou pas. Et quand on a commencé à entendre les spécialistes, notamment les infectiologues, mais aussi les médecins généralistes, il était tout à fait intéressant d'entendre les médecins généralistes décrire les symptômes de la maladie. Qu'est-ce qu'ils décrivaient? Ils parlaient de gens qui venaient les consulter et qui présentaient une rhinite. Une rhinite, c'est un écoulement de nez. Des gens qui avaient un fébricule, jamais plus de 38, et puis certains présentaient une petite toux. Aucun apparemment n'avait de signes pharyngés, de maux de gorge. Les médecins généralistes disaient que la symptomatologie était aussi mineure. Et d'ailleurs, devant l'inquiétude qui était en train de s'amplifier, c'était d'abord de l'inquiétude, puis de la peur, puis de la panique, eux, sur les plateaux, disaient « Mais pourquoi vous affolez-vous comme ça? Des morts par la grippe, on en a tous les ans. La mortalité moyenne de la grippe saisonnière est en France de 10 à 15 000 morts tous les ans. » Oui. Et ce qui était frappant, c'était de voir les journalistes se détourner de ces informations et donner la parole aux infectiologues qui, eux, au contraire, avaient des propos alarmistes. Mais il n'en restait pas moins que les symptômes de la maladie, c'était des symptômes de rhume. Alors c'est pour ça que moi je suis resté là-dessus. Je dis, ah bon, voilà, on est face à un rhume. D'ailleurs, c'était un coronavirus, donc le coronavirus est responsable d'une grande partie des rhumes saisonniers. Donc voilà, il s'agit d'un rhume. Excusez-moi, mais si je peux vous interrompre, il y avait quand même, d'abord, on sait aujourd'hui que les premiers malades sont apparus en novembre en France. À la recherche du malade zéro, là, on a retrouvé des témoignages sur novembre. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que, contrairement à un rhume, il y avait une vélocité du virus dont on sait aujourd'hui qu'il était extrêmement contagieux. Et c'est des épidémiologues, c'est des professeurs du Collège de France, enfin, c'est très sourcé, que contrairement à d'autres virus, celui-là était beaucoup plus véloce. Ça, c'est une première chose qui peut le différencier d'une grippe. Et la deuxième chose, c'est des témoignages de médecins qui étaient complètement désarmés par rapport aux soins à apporter, parce qu'ils avaient des hommes de 65 ou 70 ans, gros ou obèses, qui s'en sortaient, et à côté, il y avait des malades qui étaient sportifs, 40-45 ans, et leurs poumons étaient détruits en 4-5 jours. Enfin, ça, c'est des témoignages directs de médecins que j'ai eus qui m'ont expliqué ça, quoi. Donc, ça montre quand même que contrairement à ce que vous dites, peut-être qu'au début, on pouvait considérer que c'était comme une grippe, mais il y a quand même quelque chose de différent avec ce virus. Je vais
je vais être très affirmatif, et pourtant on m'a déconseillé de l'être. Thierry Gadot, qui nous a fait nous rencontrer, me disait ne parle pas de rhume. Tu peux dire entre un rhume et une grippette, mais c'est surtout un gros rhume, c'est peut-être même une grosse grippe. Mais le problème, c'est qu'en médecine, la sémiologie, c'est la sémiologie. Hein. Quand vous avez une maladie qui présente tel ou tel symptôme et que l'on va pouvoir faire un diagnostic de telle maladie, c'est pas une autre maladie. On va pas. Et quand on a un rhume, on ne souffre pas du poumon, on n'a pas de problème respiratoire avec un rhume. Excusez-moi. Oui, je vais vous expliquer. Mais quand on a affaire à une appendicite, on ne va pas commencer à dire parce que on a tout d'un coup un nombre important d'appendicites qui apparaissent, parce que il peut arriver qu'il y ait des clusters d'appendicites, j'en sais rien si c'est la réalité, mais enfin, imaginons. On sait bien que les appendicites sont des maladies qu'on soigne très bien, mais qui peuvent aussi donner des péritonites, et on peut en mourir. Si vous avez tout d'un coup un nombre important, pour une raison X ou Y, d'appendicites qui apparaît, forcément, la probabilité, la fréquence la probabilité et la fréquence de péritonite sera plus grande. Ce n'est pas parce que tout d'un coup vous aurez des accidents mortels avec une appendicite qu'on va appeler les appendicites des péritonites. On appellera une appendicite, et une péritonite, une péritonite. Non, on dit que c'est une grippe, pas un rhume. Eh ben non, normalement, si on devait s'en tenir aux symptômes, seulement aux symptômes, il ne s'agit pas d'une grippe. Une grippe, ça se manifeste par ce qu'on appelle un syndrome grippal. Un syndrome grippal, ça associe une température en général élevée, enfin, pas forcément, mais enfin, ça peut être très élevé. Et puis surtout, il y a les courbatures généralisées, les céphalées, la fatigue, on est épuisé. D'ailleurs, on n'a pas besoin de nous demander de nous confiner. Hein. Quand vous avez une grippe, vous vous mettez au lit et puis vous attendez que ça se passe. Hein. Donc, mais là, c'est des symptômes. Ça, c'est les syndromes grippaux. Et le Covid, c'est pas ça? Pas du tout, non. Il y a des tas de témoignages, des témoins qui disent extrême fatigue, fièvre et courbatures. Et il y en a qui disent c'est asymptomatique, je l'ai eu, mais ça m'a rien fait. Et il y en a qui disent, enfin, je veux dire, il y a une grande variété des symptômes. Enfin, je veux dire, j'entends ce que vous dites, mais entendez aussi ce que je dis. Bien sûr, j'entends très bien. Et puis d'ailleurs, il faut savoir que de nombreuses grippes ont été diagnostiquées Covid-19. Et donc, il faut savoir ça. Dans les chiffres qu'on nous annonce, il faut savoir que sont devenus les morts de la grippe cette année. Ils ont disparu, donc. Et donc, non, il faut, objectivement, c'est incontournable, au risque de faire dresser les cheveux sur la tête de notre ami Thierry Gadot, je ne peux pas dire autre chose, ça s'appelle un rhume. Alors, il faut savoir que tous les ans, des gens meurent du rhume. Alors, ça peut paraître étrange de dire ça, non? Mais en réalité, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui meurent de pneumopathies, qui sont des pneumopathies à virus du rhume en cours. Thierry, j'ai un de mes amis qui s'appelle Charlie Couture, il a été atteint du Covid, il est resté au fond de son lit pendant 3 semaines à tousser comme un tubard, à avoir 42 fièvres et à être complètement courbaturé. Si je lui dis Charlie, tu as eu un rhume, il va prendre il va en prendre ombrage. Oui, je pense, oui. Et puis je crains qu'il y ait beaucoup de gens à prendre ombrage de ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Quand on a ces symptômes-là, c'est plus un rhume, c'est une grippe. Non, ça reste un rhume avec ses complications. Ce que vous décriviez chez Charlie Descoutures, c'est probablement une grippe. C'est peut-être pas un coronavirus, je ne sais pas s'il a été testé. Mais en tout cas, les symptômes que vous décrivez, ce sont ceux de la grippe. Donc, je reviens. Donc, le virus, le coronavirus, qui donne un rhume, peut faire mourir des gens. Je répète, tous les ans, des gens meurent des complications d'un rhume. Les pneumopathies, ce sont les complications liées à la présence du virus qui donne le rhume. Parce que on dit que, vous avez sûrement entendu ces expressions, le rhume tombe sur les bronches, puis on tousse, on a une bronchite, et ensuite ça tombe sur les poumons. C'est des expressions populaires qu'on utilise, hein, ça tombe sur les poumons. Ça veut dire que le virus est descendu jusque dans les alvéoles, et puis là, produit ses dégâts. Alors,
chaque pneumopathie, chaque pneumonie, parce que ce sont des termes synonymes, vont se manifester de manière spécifique en fonction du virus. Tous les ans, les symptômes de la pneumonie, de la pneumopathie, les symptômes sont les mêmes, mais les processus physiopathologiques ne sont pas les mêmes. Mais par contre, la pneumonie, la pneumopathie peut être consécutive sur les complications d'un rhume. Je vous l'accorde, donc on est sur un débat sémiologique, mais donc d'accord, on peut dire que c'est un rhume, je suis d'accord avec ça. Alors, essayons d'aller un tout petit peu plus loin. Bon, c'est quand même un rhume qui est mortel, qui a fait 40 000 victimes, avec des symptômes qui quand même sont un peu inquiétants, qui a décimé des populations dans les EHPAD, etc. Où est le délire collectif là-dedans? Est-ce que vous voulez dire que l'État, par exemple, ou les communicants au ministère de la Santé et tous ont aggravé une situation et ont créé une angoisse collective? C'est en cela que ce serait un délire collectif, ou j'essaie de comprendre votre cheminement? Alors, d'abord, j'affirme pas qu'il s'agit d'un délire collectif. C'est dans les exemples historiques précédents que j'ai pu affirmer qu'il y avait des délires collectifs. Là, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse de réflexion sur la situation. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu une peur panique. Ça, c'est objectif. Il y a eu une vraie peur. Non seulement, alors, au niveau des autorités chinoises, je ne sais pas ce qu'il en est, si c'est vraiment une peur, si c'est autre chose, je n'ai pas très envie de faire des interprétations, mais forcément, on peut en avoir. Et donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait intentionnalité ou pas? Enfin, est-ce qu'il y aurait peur réelle ou pas? Bon, en tout cas, il y a sûrement eu de la peur, de toute façon. Et dans les pays comme la France, l'Italie d'abord, puis la France, il y a eu une très grande peur. Il y a eu aussi des morts, hein, c'est incontestable. Je ne nie pas Entendez bien. Mais vous voulez dire qu'il y a une sorte d'épidémie de la peur avant une épidémie d'un virus? C'est ça votre thèse, Non, c'est concomitant. D'ailleurs, c'est ce que, enfin, vous parliez tout à l'heure de Bernard-Henri Lévy, c'est ce qu'il dit. Il a dit il y a eu une épidémie de peur. Moi, je dis il y a eu une épidémie de terreur même. Il y a eu une panique généralisée et une gestion face à cette situation qui me font penser à la manière dont les précédentes épidémies ont été gérées par les différentes autorités mondiales et nationales. Il y a quand même des points communs entre la manière dont les choses sont gérées, enfin, c'est évident. Et en tout cas, là, pour en revenir parce que vous parlez des symptômes, Denis. Quand vous parlez des symptômes, vous me dites, mais il y a eu des symptômes graves. Mais bien sûr, forcément, encore une fois, la grippe de 68-69, c'était des symptômes encore plus graves que ce que... Mais vous êtes critique sur quoi, vous? Sur la manière dont les pouvoirs publics ont traité ça? Vous trouvez par exemple que le confinement, ou que tout ça, il ne fallait pas faire ça? Enfin, c'est pas moi qui le dis, Denis. Et moi, je me réfère, quand j'écoutais comme vous les informations, quand j'entendais Raoult, quand j'entendais Marc Gentilini, qui est quand même pas le premier infectiologue venu, c'est quand même oui. Je pense que c'est même peut-être celui qui a introduit l'infectiologie en France. C'était une référence du temps de ma formation, c'était vraiment une référence. Quand Marc Gentilini dit au départ qu'il n'est pas favorable au confinement parce qu'il pense que ça fera plus de dégâts que le virus lui-même, vous tenez compte de l'avis de... Non, mais j'entends ça, mais... Il n'est pas le seul. Raoult l'a fait, il y a eu des infectiologues italiens, des infectiologues allemands, plusieurs infectiologues allemands. Ouais, mais il y a aussi des documents sur Internet qui le prouvent, qui ont alerté en disant le confinement fera plus de morts que le virus lui-même. C'est pas moi qui vous le dis, ça. Oui, ce sont des infectiologues de renom. Non, mais là aujourd'hui, on sait que ce gouvernement nous a menti et que s'ils avaient eu les tests et les masques, bah oui, parce qu'ils ont menti sur les masques, ils n'avaient pas de masques et ils n'avaient pas de tests. Donc, ne pas confiner. Donc, ils ont justifié leur confinement pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que les vraies raisons, c'est parce qu'ils se sont dit, et on le voit au Brésil, on le voit dans d'autres pays où il n'y a pas eu de confinement, mais il n'y a pas non plus de masques et pas de tests, ça meurt aux États-Unis
il y a plus de 100 000 morts. Enfin, on peut pas. Je veux dire, le confinement, à un moment donné, c'était pas la panacée, c'était pas la meilleure solution, mais vu l'état, l'absence de masques et l'absence de tests, l'absence de respirateurs, l'absence de lits dans les hôpitaux, ils ont choisi ça, mais ils n'ont pas pu communiquer, ils n'ont pas pu nous l'expliquer. Ils ont inventé, et c'est ces mensonges qui ont provoqué. Et je comprends qu'on puisse être en colère, et moi je suis en colère quand je vois les hécatombes dans les EHPAD ou ce genre de choses. Mais si vous voulez, le confinement, à un moment donné, enfin, on verra, l'histoire le dira, mais c'était peut-être, compte tenu de la situation française et de ses pénuries diverses, c'était sans doute la situation, enfin c'est ce que je crois, mais je ne suis pas sûr de moi, la plus adaptée à un moment donné pour essayer de sauver des vies. Alors, c'est ce que vous pensez, Denis, ce n'est pas ce que pensent un certain nombre d'infectiologues. Je répète, français, italien, allemand, Je sais. suédois. Bon. Mais on est quand même éloigné du... Et pas seulement européens, parce qu'il faut quand même savoir que les Chinois, puis pas seulement les Chinois, les Coréens du Sud, les Hongkongais, D'accord, mais eux ont c'est réussi très ça parce important. qu'ils oui. Oui, mais Important. eux, ils ont testé, eux, ils avaient des masques. En Suède, par exemple, où ils ont pas voulu confiner au début, l'épidémie est repartie aussi. Enfin, il y a eu plus de morts à un moment. C'est une discussion. On peut avoir ce débat-là, confinement ou pas confinement, mais ce que je trouvais intéressant avec vous, enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai envie qu'on ait cette conversation, c'est d'essayer de comprendre en quoi et pourquoi vous dites qu'on est on est dans une sorte de délire collectif. Quel est le rapport entre ce qu'on vit aujourd'hui en France et quels liens vous faites avec toutes les histoires que vous avez racontées avant, de la rumeur d'Orléans, de cette histoire de concombre, enfin, etc. Quel est le rapport? D'abord, je n'affirme pas que c'est un délire. J'insiste bien. J'affirme qu'il y a eu une peur panique, une terreur. Ça, c'est sûr. Quand BHL affirme que ça s'est traduit par le terme qu'il emploie, c'est folie collective, bon, je serais plutôt tenté de penser qu'il n'a pas tort. Mais non, ça mérite un débat. Moi, je n'affirme pas. Je m'interroge. Je trouve que ça y ressemble. Alors, pourquoi je trouve que ça peut y ressembler? Parce que dans les délires collectifs, il y a aussi des symptômes. Comme pour ce qui est du rhume ou de l'appendicite, il y a des symptômes. C'est quoi les symptômes? Eh bien, les symptômes qu'on trouve également dans les délires individuels. Le délire individuel, qu'est-ce que c'est? Le délire, c'est le fait qu'une personne est en proie à une telle émotion, une émotion à ce point intense, en général c'est de l'angoisse ou une peur panique dans les situations collectives, mais c'est une angoisse au niveau individuel qui vont provoquer des troubles de la pensée, ils vont troubler l'esprit, au point que les gens se mettent à sortir des rails, ils déraillent, d'ailleurs, on dit qu'ils déraillent, ou qu'ils déjantent, qu'ils délirent. D'ailleurs, étymologiquement, délirer, ça vient du latin delirare, qui veut dire sortir du sillon. Lirare voulant dire labourer en billon. Enfin bon. Donc, c'est sortir du sillon, c'est vraiment sortir de la réalité. Bon. Quand une personne individuellement délire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incohérences, la personne dit des choses qui ne sont pas sensées, qu'elle est très angoissée, qu'elle est agitée, que les propos qu'elle tient sont bizarres. Bon. Eh bien, ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, eh bien, on a des symptômes un peu équivalents, ce ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas les gens qui, eux, délirent. Personnellement, ils ne présentent aucun trouble psychologique particulier. Individuellement, ils n'en présentent pas. C'est le groupe. Hein. Le groupe se met à avoir un comportement incohérent. On voit apparaître des troubles de la logique majeure, des troubles de la pensée, donc de la logique. Il y a une grande imprévisibilité des comportements. Qu'est-ce qu'on voit encore? Beaucoup de paradoxes. Et si vous faites toute la chronologie des prises de décision politiques depuis le début, vous allez en voir une quantité industrielle. Il y a des gens sur Internet qui ont fait des montages de tous les propos tenus par les uns et les autres sur le plan politique. Il
notamment un site qui s'appelle La Voix de Portici. J'encourage les gens à le regarder, c'est très intéressant. Et un beau travail. Et donc, on voit bien dans ces montages les incohérences, les paradoxes, les mensonges aussi, c'est vrai. Parce qu'il y en a eu, en l'occurrence en France, il y a eu des mensonges, c'est incontestable. Hein, le fait d'affirmer que les masques ne servent à rien, enfin, quand même, il fallait le dire quand même, hein. Ou bien de dire que même ministre, on n'est pas capable de se mettre un masque sur le visage. Enfin, elle est encore en poste, Sibeth Ndiaye quand même. Hein. Il y a des enfants qui le font sans problème. Enfin, c'est se moquer du monde, objectivement. Bon, donc c'est une communication de crise catastrophique, délirante, incohérente, paradoxale. Enfin, tous ces mots-là. Là, on est d'accord, mais c'est plus, on va dire, de la bêtise et de la négligence que du complot ou de la. Non, c'est quoi derrière? C'est pas du complot, ça peut être alors ça peut être du délire, juste. Enfin, c'est pas du délire. Encore une fois, en tant que personne, la personne ne délire pas. C'est la personne propage une pensée, enfin, ou du moins s'exprime selon des processus délirants. C'est très étrange le délire, vous savez. Puis c'est très compliqué à comprendre. Il faut du temps dans notre formation pour bien comprendre ce que c'est qu'un délire, pour le vivre, pour en comprendre toutes les dimensions, le caractère impressionnant. Vous pouvez, je le répète, Denis, lors de la rumeur d'Orléans, les autorités policières avaient beau répéter aux responsables d'établissements scolaires qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, qu'il n'y avait eu aucune déclaration ni aucune plainte d'enlèvement. Ça ne servait à rien. Les gens étaient pris dans le délire. Quand on est pris dans le délire, on est pris dans le délire. Je suis partagé quand je pense à deux choses quand je vous écoute. Je me dis, le premier délirant France, c'est le président de la République. Quand il fait son discours, le premier discours où il parle de la guerre. Je vous laisse la responsabilité. Non, mais je veux dire, si je suis votre raisonnement. Mais en même temps, si on suit votre raisonnement, non seulement lui délire, mais ceux qui délirent le plus, c'est le conseil scientifique qui est autour de lui, parce que en fait, les politiques, sur les prémices, c'est-à-dire que quand il y avait les débuts du confinement, ils se sont tous appuyés sur les avis du conseil scientifique. Et on en a vu des médecins, des chercheurs, des scientifiques venir dire, voilà, il faut fermer les écoles, il faut... Donc, je veux dire, vous voulez dire, si on va au bout de votre raisonnement, vous voulez dire que ces gens-là, ces politiques, ces scientifiques, ces médecins, participent de cette absence totale de rationalité, de cette angoisse et finalement de ce délire. Alors, si vous parlez comme ça, c'est que je ne vous ai pas convaincu et puis que vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit. Parce que j'ai bien insisté sur le fait que une des caractéristiques du délire collectif, c'est que les gens individuellement ne délirent pas. Quand vous parlez de la rumeur d'Orléans, quand vous faites le rapport, vous dites que les autorités, à l'époque, on y est. On dit rationnellement, il n'y a pas eu de femmes qui ont disparu, tout ça c'est des bêtises, écoutez-moi, etc. Alors qu'à contrario, si vous faites le rapport avec le Covid et la France, les autorités n'ont cessé d'expliquer que c'était grave, que c'était dangereux, qu'il fallait mettre des masques, qu'il fallait se confiner, etc. On est dans des situations et des réactions des pouvoirs publics et des paroles qui sont quand même différentes. Dans un cas, on est face à un délire collectif. Dans un autre, on est face à une épidémie réelle qui contamine les populations. Avec voilà. Enfin, c'est pour ça que j'ai du mal à vous suivre. Parce que vous-même, Denis, vous êtes pris dans le processus. Vous n'avez pas ce recul. Et d'ailleurs, il faut que je précise une chose, parce que ça, c'est aussi une caractéristique du délire collectif par rapport au délire individuel. C'est que plus on a un bagage intellectuel, et moins on peut admettre d'avoir été pris dans un délire collectif. C'est tout simplement insupportable. Alors que les gens qui n'ont pas ce bagage intellectuel, devant un certain nombre de manifestations, d'incohérences, de paradoxes, d'irrationalité, si vous leur expliquez que ça peut être un phénomène délirant,
ou si vous leur parlez, quand je le fais moi avec des gens qui n'ont pas un bagage universitaire, par exemple, bon, ils sont beaucoup plus enclins à accepter mon opinion. Il se passe un peu la même chose que lorsque Didier Raoult s'exprime et qu'il explique que dans une épidémie, avant d'être un chercheur, il est un médecin. Ça parle de manière évidente, ça parle aux gens. On voit tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un qui remplit sa fonction, qui se préoccupe de l'état des gens. Qui témoigne d'une humanité. Il ne se préoccupe pas d'une dimension intellectuelle. Et c'est ça qui a marqué les gens avec Didier Raoult. C'est pour ça que Didier Raoult est tranquille en disant vous pouvez me comparer à telle ou telle personne, vous verrez les opinions. Les gens se sont aperçus que c'était quelqu'un qui était un médecin authentique, tout simplement. Alors, je pose la question différemment, parce que si on vous écoute et si on écoute un peu ce que disent un certain nombre de chercheurs ou de médecins comme Didier Raoult, on aurait dû envisager l'épidémie d'une manière un peu différente, c'est-à-dire dédramatiser, ne pas confiner, ne pas porter de masque, à la limite ne pas en parler, ne pas faire de mousse médiatique autour de tout ça, le traiter d'une manière moins délirante, entre guillemets, et vous pensez, vous, que enfin on ne peut pas refaire l'histoire, mais que les choses se seraient beaucoup mieux passées, il y aurait sans doute eu moins de victimes, il y aurait eu moins de panique, etc. C'est un peu ça votre thèse. De toute façon, il y a des faits. Hein. À Hong Kong, il y a eu 4 morts. C'est la métropole à la densité de population la plus importante au monde. 4 morts. Oui, mais si je puis me permettre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À Hong Kong, ils avaient des tests et ils avaient des masques et ils ont cette culture des épidémies, ce qu'on n'avait pas du tout en France. Et surtout, ils n'ont pas paniqué. Et donc, ah oui, c'est ça essentiellement. En Corée du Sud, ils n'ont pas paniqué. À Taïwan, ils n'ont pas paniqué. Au Vietnam, ils n'ont pas paniqué. Au Vietnam, c'est 0 mort, à ce qui paraît. Enfin, c'est impressionnant quand même. Donc, non, ce qu'il faut voir, c'est que vous tenez à donner des explications simples pour des choses qui sont complexes. Moi, je ne suis pas dans l'accusation. C'est un autre sujet. On pourra, effectivement, il y aura une enquête parlementaire de savoir si comment dirais-je, les politiques, le président de la République, le Premier ministre, les ministres de la Santé, Madame Buzyn en l'occurrence, parce que Madame Buzyn, quand même, elle en a fait des choses assez étranges quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Interdire, mettre la chloroquine sur la liste des substances vénéneuses, bon, c'est original quand même, après avoir pensé qu'il s'agissait d'une épidémie d'une gravité exceptionnelle, au point qu'elle a quand même écrit, nous a-t-elle dit, au président, c'était en début janvier, 20 jours plus tard, elle a écrit, 20 jours plus tard, elle est quand même médecin, elle est inquiète, elle pense que c'est une catastrophe, 20 jours plus tard, elle écrit au Premier ministre, et puis après cela, elle finit par nous dire « Ah ben non, finalement, il ne se passera pas grand-chose. Peut-être même que le virus ne viendra pas jusqu'à la France. Ça n'a pas l'air grave. Les masques, non, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité. » Bon, ça c'est une autre affaire. C'est l'enquête parlementaire, peut-être la justice, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été quand même qui ont été portées. Donc on verra bien ce qu'il en est. Mais enfin, en tout cas, évidemment, il y aura une analyse et un regard, une vision politique sur cette affaire. C'est évident. Oui. Est-ce que le président de la République était-il, oui ou non, inquiet, puisque on se rappelle qu'il est allé au théâtre, qu'il nous a invités à sortir pour se changer les idées. Moi, je pense que c'était Enfin bon, je ne vais pas prendre de position parce que c'est trop risqué. Non, mais vous voulez dire que c'était la bonne attitude et qu'il n'aurait pas dû en changer. Vous voulez dire, Moi, si j'écoute, banaliser cette épidémie. Il fallait banaliser, le mot est peut-être mal choisi, mais c'est ça votre. Mais ce que je réponds à ça, c'est ce que je vous ai dit au début. Écoutez-moi, Thierry, c'est que ce qui me semble, enfin, ou alors effectivement je délire, mais j'ai interrogé des médecins, des chercheurs, mais ils me disent
que ce Covid est beaucoup plus véloce que les autres, est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus mortel, donc plus dangereux. Donc c'est normal qu'on ne le traite pas comme un rhume. C'est là où je me dis que c'est vous qui êtes à côté de la plaque, quoi. Enfin, Mais oui, incontestablement. non, C'est mais ce qu'on va me, excusez-moi, c'est ce qu'on- vous voyez, c'est ce qu'on va me, mais c'est ce qu'on va me reprocher. Mais mais non, mais moi évidemment, je suis prêt. Mais vous c'est êtes très quelqu'un de risqué. sensé, vous avez étudié tout ça. C'est pour ça qu'on a cette conversation. J'ai un esprit très, très ouvert, donc je suis prêt à entendre des choses. Mais vous m'avez pas, je suis pas convaincu à cause de ça, à cause de cet argument-là. Vélocité, grande contagiosité, dangerosité du virus. Donc il fallait prendre des moyens appropriés. Après. Le débat qu'on a là entre nous, c'est pas un débat sur les moyens. On n'est pas en train de refaire l'histoire. C'est un regard, vous avez un regard sur l'épidémie et sur le fonctionnement de la France, de la collectivité française, qui est différent du mien. Moi, je me pose des questions. Sur la communication politique, je vous rejoins sur tout ça, mais sur la réalité de l'épidémie ou la réalité de ce qu'est viscéralement, j'allais dire, ce virus, je peux pas enfin, j'ai du mal à vous suivre. Oui, oui, je comprends bien. En tout cas, je voudrais revenir sur un point particulier que vous avez souligné tout à l'heure. Est-ce que la manière dont l'épidémie a été gérée sur le plan médiatique, fondamentalement, et politique, est-elle la bonne manière? Eh bien, moi, je pense que non. D'abord, autrefois, les épidémies ne se géraient pas sur un plateau de télé ou dans un studio de radio. Ça se gérait dans des cellules de crise sanitaire, avec des spécialistes qui connaissent le sujet. Autrefois, on n'égrenait pas les morts un à un à la télévision pour générer la panique. Si comme Jean-Dominique Michel, que je vous suggère plusieurs fois et que je vous oui, mais j'essaie de le joindre, mais c'est lui qui ne veut pas me parler. de l'interviewer, il explique très bien que lorsqu'on égrène les morts, et si on le faisait pour d'autres pathologies, les cancers, les accidents de la route, toutes les maladies infectieuses, les maladies respiratoires qui ne sont pas liées à la grippe ou à un rhume, si on se mettait à égrener chaque mort, on générerait exactement la même panique. Exactement. C'est une gestion de crise qui est totalement inadaptée. Pourquoi cette chose-là est arrivée? Pourquoi cela se fait-il? Alors, moi, j'y vois un facteur, un facteur, comment dirais-je, médiatique important. Moi, j'observe quoi quand je vois les commentateurs sur les plateaux de télé d'information en continu? Je vois des gens qui font de la surenchère. Pour pouvoir être présent, il faut faire de la surenchère. Pour pouvoir, enfin, excusez-moi, je vais être un peu caricatural, mais enfin quand même, quand on veut, si une télé ou une radio veut faire sa place dans le paysage audiovisuel, ils sont obligés de faire du buzz. Et donc, plus ce qu'on vous propose est inquiétant, enfin, c'est caricatural, hein, je le répète, hein, mais plus ça génère d'intérêt des chaînes d'infos. Et c'est totalement antinomique de la manière dont on doit gérer une épidémie. C'est à l'inverse, ça s'est jamais fait. Enfin, depuis quelques années, ça se fait comme ça, justement. C'est bien le problème. C'est qu'avant, ça ne se faisait pas comme ça. Et puis, on n'arrivait pas à devoir se justifier de comportements incohérents. Parce que, encore une fois, vous dites telle personne est délirante. Non, la communication est délirante. Le processus me semble délirant. Et donc, à l'intérieur de ce processus où la communication va être chargée d'irrationalité, va être à l'opposé de la logique la plus élémentaire, où l'incohérence domine, les paradoxes. Bon, il est bien évident que les gens ne peuvent pas prendre des décisions adaptées. Et puis, ils sont tout le temps obligés de se justifier après avoir affirmé quelque chose qui s'avère totalement disqualifié une journée, 2 journées, une semaine plus tard. Ils sont obligés de changer. Ils ne peuvent pas, c'est tout simplement parce qu'ils sont dans... Enfin, de mon point de vue, le cadre est un cadre délirant. Et dans ce cadre,
la pensée collective n'est pas rationnelle. Voilà. D'accord. Vous, par exemple, à titre individuel, vous avez respecté le confinement, vous avez porté des masques, ou alors vous dites, vous étiez rebelle à tout ça? Non, je crois qu'il ne faut pas personnaliser la Mais non, situation. mais si vous êtes cohérent par rapport à ce que vous dites, Ah, mais rassurez-vous, j'ai été très... j'imagine enfin, la tendance naturelle, si je comprends bien votre raisonnement, c'est plutôt celle-là, c'est-à-dire de dire je ne vais pas rester confiné. Enfin, je dis, en même temps, il y a la loi, il y a la peur d'avoir des amendes, etc. Mais s'il n'y avait pas eu ça, vous pensez que ce n'était pas la bonne solution? Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas seulement moi, Denis, c'est, je répète, des infectiologues de renom. Mm. Je rappelle, Raoult, c'est quand même pas le premier infectiologue venu. Enfin, je veux dire, j'ai Il n'y a pas, encore il lu. y a pas que lui, hein, mais Et puis effectivement. encore, Gentilini, je vous dis, des infectiologues allemands, suédois, néerlandais. Les Néerlandais n'ont pas confiné non plus. Et le nombre de décès est inférieur à ce qu'on voit chez nous. Ils n'ont pas confiné. Et le nombre de morts est inférieur. Donc, alors que le pays voisin des Pays-Bas, la Belgique, aurait le nombre de morts le plus élevé au monde. Alors maintenant, ils sont en train de rétro-pédaler en disant ah oui, mais attention, on a fait vraiment, on a fait du zèle, on a comment dirais-je, comptabilisé des morts qui ne sont pas en réalité des morts du coronavirus parce que ça c'est important de le préciser, Denis, parce que par rapport aux chiffres qui nous sont présentés, il faut quand même savoir que donc les Belges l'affirment, c'est que, et plusieurs intervenants sur Internet et puis un peu partout le disent, on comptabilise, il faut faire la différence entre les gens qui mourraient du coronavirus et les gens qui mourraient avec le virus en eux. Avoir le virus en soi, dans son organisme, ça ne veut pas dire qu'on en est malade. On peut avoir un cancer et avoir le virus qu'on arrive à combattre au point que l'on soit asymptomatique sur les effets du virus. Donc, on est testé positif et on n'est peut-être pas mort du virus, du coronavirus. On est mort du cancer, d'un état de fragilité importante, Moi, etc. j'ai un exemple précis dans ma famille. J'ai enterré le frère à ma mère, un oncle de 95 ans, il y a une semaine. Il est mort, c'est une victime indirecte du Covid. Il n'est pas mort du Covid, il est mort dans une sorte d'hôpital mouroir où il y avait 2 infirmières pour 50 lits, parce que tous les moyens de santé étaient mis sur l'hôpital, traitement du Covid, et on a laissé mourir des tas de vieillards sous perf. Avec des escarres, enfin, etc. Lui est mort de 15 jours dans un lit, un lit de souffrance, quoi, avec la ride du lion, là, vous savez. Donc on peut dire que oui, ce délire, ou en tout cas cette pression permanente mise autour du Covid, a généré de graves dysfonctionnements au niveau du personnel de santé, et il y a eu des dégâts collatéraux dont on n'a pas encore Énorme. mesuré aujourd'hui complètement Mais c'est vrai. on en a quand même une petite idée. D'ailleurs, les mêmes infectiologues que j'évoquais tout à l'heure avaient argumenté sur des phénomènes comme celui que vous décrivez là. C'est-à-dire que la solitude, dans les maisons de retraite, enfin, des gens qui ont été, vous vous rendez compte, confinés, moi, on me raconte, j'ai des amis qui me racontent leur mère qui est en maison de retraite, qui, si elles ont passé la grille, se retrouvent à être confinées pendant 14 jours de nouveau dans leur chambre. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Enfin, En même temps, dans les EHPAD, c'est quand même l'hécatombe, hein. Enfin, vous avez tous vu des exemples, parce que justement, le confinement n'était pas. C'est-à-dire que les vieillards étaient, eux, confinés, ne sortaient pas de leur chambre, donc le Covid est arrivé à eux par du personnel soignant qui était mal testé donc, pas testé du tout, d'ailleurs. ou pas testé du tout, mais ça, je veux dire, c'est lié à l'absence de tests, à l'absence de masques, à l'absence de, c'est les défaillances du système de santé, mais je veux dire, ça montre aussi qu'il, là, à cet endroit-là ou à ce moment-là, il fallait confiner. En tout cas, il fallait beaucoup mieux surveiller les personnes qui entrent et qui sortent dans les EHPAD. Non? Il y avait une fragilité des vieillards.
ou pas? Oui, mais oui, il y a mais bien sûr, plus on est vieux, plus on est fragile. Si on est vieux et qu'en plus on a des maladies, on peut être vieux sans avoir de maladie. On peut avoir des cancers, on peut avoir des maladies chroniques qu'on soigne, etc. Et donc, la fragilité s'accroît. Il n'en reste pas moins que il faut quand même, dans la réalité, quand vous écoutez les Canadiens, quand vous écoutez les Néerlandais, quand vous écoutez certains Anglais, qui vous disent euh, il s'avère que pour la comptabilisation des morts, quand dans une famille ou dans une maison de retraite, une personne était atteinte, on l'avait testé positif au coronavirus, si une autre personne mourait et que la personne n'était pas testée, sur le certificat de décès, il était indiqué mort par coronavirus. Mm. Quand vous aviez dans une famille, enfin, j'ai vu une vidéo d'un Québécois qui racontait ça, qui disait que dans une famille, il y avait un homme qui avait un cancer et une personne, un membre de sa famille, qui avait été testé positif par le coronavirus. Il s'avère que la personne qui avait le cancer était au stade terminal et, et, et sur le certificat de décès, c'est le ministre de la Santé québécois ou canadien qui le disait qu'effectivement, dans ces cas-là, il y avait indiqué que ces gens-là étaient morts du coronavirus. Vous voulez dire quand on fera les stats bien plus tard, il y aura beaucoup moins de morts que prévu. Enfin, mais tout de même, c'est trop tard puisque les gens sont enterrés ou incinérés. On ne va pas pouvoir tester. Mais vous pensez qu'il y en a beaucoup moins que ça? Non, les morts, ils sont là. Mm. C'est Mais ils ne sont absolument... pas forcément morts du coronavirus. Ah ben, plusieurs spécialistes l'affirment. Mm. Moi, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas les moyens de l'affirmer. Non, non, mais vous avez des sérieux doutes sur les statistiques officielles sur le nombre de... J'écoute des gens qui ont des compétences et qui affirment que, manifestement, vous savez, quand moi j'ai fait ma formation de médecin, une des questions qui revenait régulièrement en direction de nos professeurs, c'était de leur dire, quand on ne connaît pas la cause d'une mort, qu'est-ce qu'on met sur le certificat de décès? Ils nous répondaient invariablement, mettez arrêt cardiaque. Bon, voilà. Donc, évidemment, vous aviez à ce moment-là, si vous aviez fait des études épidémiologiques, le nombre de morts par arrêt pour des problèmes cardiaques, ça aurait été monumental, bien évidemment. Il faut quand même. C'est juste. Et puis, il faut voir un peu cette confusion. Puis, arrêtons. Enfin, on n'arrête pas de parler de létalité. La létalité ne peut s'établir qu'en fonction d'une population qui a été testée, puisque la létalité, c'est le nombre de morts proportionnellement au nombre de gens ayant été contaminés. Pour pouvoir dire qu'on est contaminé, il faut avoir été testé. Si on est asymptomatique, il faut avoir été testé. La létalité ne peut se déterminer, c'est pour ça qu'elle a tellement varié depuis le début, parce que quand même l'OMS au départ nous avait parlé d'une mortalité, là vous voyez, je parle de mortalité, je viens de parler de létalité, de 3,5% pour arriver finalement à un chiffre qui a été de 0,5%, maintenant ils sont en train de parler de 0,1%. Enfin, vous vous rendez compte, des chiffres étalés comme ça publiquement, ça n'a pas du tout le même sens de dire que la mortalité d'un virus est de 3,5% ou qu'il est de 0,1%. Ça n'a pas du tout le même sens, évidemment. Et donc, voilà, c'est tout un contexte. Il y a eu une surmédiatisation tout à fait anormale qui s'est auto-entretenue, qui s'est même... il y a eu une surenchère. Le processus a voulu que au sein même des rédactions, il y a une surenchère s'est installée avec un égrénage du nombre de morts comme ça. Enfin, c'est incroyable d'un point de vue politique, sanitaire, de faire un égrénage des morts comme ça. C'est inouï, quoi. Enfin, pourquoi l'ont-ils fait, selon vous? Pourquoi Jérôme Salomon la peur, la panique. Ils n'avaient plus les moyens de maîtriser leur communication propre. Il s'agissait d'une communication collective, de mon point de vue, délirante. Très bien. On va terminer là-dessus alors.
et on va réfléchir et méditer. D'accord? Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir, effectivement, et débattre, et surtout ne pas jeter d'anathème, parce que vous m'avez demandé, Denis, de venir témoigner, pas devant votre micro parce qu'on est devant nos ordinateurs, mais enfin, de venir témoigner. Je vous ai quand même dit que je prenais quand même de gros risques à faire ça, hein, parce que j'ai pas du tout envie que m'arrive la même chose que ce qui est arrivé à Didier Raoult. Didier Raoult, avec toutes ses compétences, vous avez vu les attaques innombrables et variées dont il a fait l'objet, malgré toutes ses compétences, sur un sujet quand même qui est l'infectiologie, où là, la science peut s'appliquer avec vraiment beaucoup de force, alors que dans le domaine psychique, dans la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse, le sujet est quand même beaucoup plus délicat, on s'éloigne quand même beaucoup plus de la science dure, même si Freud voulait absolument que la psychanalyse soit considérée comme une science, il n'en reste pas moins que on est, et puis c'est un lieu de réflexion où le fantasme, où la croyance, où sont très présentes, et où les accords sont difficiles à installer. Donc, il est évident que ce que je viens de vous dire va être attaqué, va être nié, rejeté, jugé inacceptable, délirant, comme vous l'avez dit au départ, quand vous pouviez me dire. Non, 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 mais C'est d'ailleurs tout ce que vous dites s'entend. Non, c'est pour ça que je suis sérieux quand je dis je vais y réfléchir. Et c'est le but du jeu. C'est pour ça que je vous interroge. C'est parce que on est tous les deux de bonne foi. Je vous interroge, vous me répondez, et on produit de la pensée, quoi. Et on essaie j'essaie de comprendre ce que vous me dites. Et non, c'est pour ça que sur l'idée de la communication délirante, de la panique, mais on est plus. Je vous entends beaucoup plus là-dessus que sur comment dire, la non. Quand vous allez sur le terrain, de dire que ce virus finalement est pas si dangereux que ça, et que j'ai l'impression que vous dites que le danger de ce virus est davantage provoqué par l'environnement, par toute la communication qu'il y a autour, que par sa spécificité. C'est là où j'ai du mal à vous suivre.